Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Extraterrien. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir échanger avec toi. J'ai pris énormément de plaisir à préparer cette interview parce que tu as un parcours atypique dans un sport qui m'impressionne, un sport que j'admire, qui est le monde de la boxe. Donc aujourd'hui on va parler de gants, on va parler de ring, on va parler de sueur, on va parler de protège-dents, de carrière, de misère aussi un peu. Comme je te le disais pour l'intro, alors là tu vas déjouer mon intro classique, mais la question traditionnelle pour démarrer, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. En fait, moi, mes souvenirs de sport, ils remontent à pas si longtemps que ça, puisque moi, j'ai été dispensée de sport toute ma scolarité. Alors, j'ai quand même fait un petit peu de judo quand j'avais 6 ans, parce que mon grand-père était un grand judoka. Et donc j'aurais bien aimé continuer avec lui. J'aimais bien ce qu'il faisait. Il faisait du jiu-jitsu, donc c'était des cours de self-défense. Mais Okay. j'avais un problème entre les vertèbres dans mon dos, et en fait il fallait attendre la fin de ma croissance pour pouvoir faire du sport. Ce qui fait qu'en fait je n'ai pas pratiqué de sport avant la majorité. Donc je suis arrivée à la boxe alors que j'avais jamais fait de sport, quoi. Waouh, c'est dingue. Mais tu vois, on casse tous les codes aujourd'hui, on commence très fort. Et du coup, c'était un problème de vertèbre que tu avais. Ouais, c'est ça, c'était un problème médical. Ils peuvent pas savoir si je me le suis cassé ou si je suis née comme ça. Mais en tout cas, tant que ton corps était pas fini, c'était dangereux, donc je devais pas faire de sport. Donc à l'école, j'ai été dispensée toute ma scolarité, et puis bah j'en ai pas fait. Et franchement, en ce temps-là, le sport m'attirait pas plus que ça, donc ça m'a jamais manqué. Et puis Ok. voilà, j'ai découvert le sport à 21 ans, et puis maintenant je te dirais que c'est tout l'inverse. Même en dehors de la boxe, je passe pas une journée sans faire du sport. Même en vacances, je passe pas une seule journée sans faire de sport. Donc j'ai trouvé un équilibre qui me manquait, parce que moi j'étais du 220 volts, j'étais jamais fatiguée. Je pense que j'étais pas vraiment heureuse parce qu'il me manquait ça. En fait, le fait d'avoir trouvé le sport, ça m'a vraiment apaisée, ça m'a apporté quelque chose qui me manquait. Et voilà, pour moi, ça a été une solution pour être bien.
Ok, bah j'imagine parce que c'est vrai que quand je regarde quelques vidéos de toi et quand je te vois sur le ring, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui puisse. Enfin, en tout cas, j'imagine quelqu'un de très dynamique, très actif, et j'ai du mal à te voir assise en classe et calme quoi. Donc t'étais peut-être une élève un petit peu hyper active, peut-être un petit peu, je sais pas comment dire, mais qui avait besoin d'exprimer son énergie comme un lion ou une lionne en cage. Oui, J'ai alors l'impression. j'étais très très calme en classe, à l'inverse de ce que tu imagines, parce que le respect pour moi c'est quelque chose de très important. Donc j'ai toujours été très très obéissante, aussi bien aux profs, à mes parents, à mon entraîneur. Enfin, je suis quelqu'un qui obéit. Je pense que c'est un mot parce que quand je respecte, il n'y a pas besoin de me dire deux fois les choses. Mais je suis hyper active, donc. Je faisais plein d'activités à côté. Je pense par contre qu'à la maison avec mes parents, même si j'étais respectueuse, j'étais dure parce que je lâchais Ouais. rien. Et ouais, je pense plutôt que voilà, je suis dure parce que moi, si tu ne me fais pas faire quelque chose que je ne veux pas faire, et je veux toujours comprendre et savoir pourquoi je fais quelque chose. Donc je pense que c'est très pénible pour mon coach parce que là où il va dire aux autres, tiens, tu fais ça, moi je lui dis pourquoi. Et lui, il me dit, bah, vas-y, fais ça. Non, non, tu m'expliques pourquoi. Et je veux toujours. Après, une fois que je le sais, je le fais, mais je peux pas faire un truc bêtement sans savoir, quoi. Donc voilà. Ok, ok. Mais c'est hyper intéressant. Bah, tu sais que moi je suis manager d'une petite équipe et je me suis intéressé à faire des tests de personnalité un petit peu pour qu'on apprenne à se connaître et qu'on apprenne un petit peu à interagir. Et on a fait notamment un test qui s'appelle le test DISC. Et ça, c'est lié, les gens qui ont besoin de comprendre pourquoi. C'est généralement les gens qui sont sur le profil, donc soit rouge, soit jaune. Donc c'est soit les dominants, alors c'est pas dans le sens péjoratif du terme, mais c'est un peu les fonceurs, les fortes têtes, et les influents, les gens, tu vois, qui essayent de convaincre, les, les, les gens qui essayent de, comment dire, qui sont très à l'aise socialement et tout. Donc tu rentres dans ce test-là. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, du coup, j'ai un membre de mon équipe qui est exactement comme ça. Et au début, ça m'agaçait et maintenant, je comprends comment il fonctionne. Donc rassure-toi, c'est parfaitement normal. Et, euh, Oui. et ça montre que tu as du caractère et que tu es encore plus déterminé quoi. Donc c'est trop cool. Et et comment est-ce que tu tombes dans la boxe, tu vois, à 21 ans, surtout que t'as un petit souci de dos et de croissance, tu vois, c'est pas qu'on se le dise, c'est un sport très violent, donc tu vois, c'est pas le sport vers lequel je serais allé. En tout cas, si j'avais été à ta place, toi, comment est-ce que tu t'es retrouvé sur un ring à ouvrir la salle, enfin, à ouvrir les portes d'une salle de sport? Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais pas de sport, mais que par contre, j'avais toujours une recherche d'adrénaline. Donc, je sautais en parachute, je sautais à l'élastique. Après, je sautais en parachute en pleine nuit. Enfin, tu vois, j'avais besoin. En gros, j'avais besoin d'avoir la trouille. C'était quelque chose. Je n'ai alors, je sais, ça peut surprendre que je dise ça, mais je suis pas quelqu'un de trouillard et pour moi c'est triste parce que tu vois le frisson que tu ressens quand tu as la trouille, moi je l'ai pas dans plein de situations où mes copines elles vont l'avoir quoi. Donc Ouais, je me souviens de fêtes qu'on faisait quand on était ado où on allait dans les bois, où mes copines, elles me serraient et tout. Et moi, j'avais pas peur, donc j'avais pas de mérite, j'avais pas peur, mais je me disais, j'aimerais bien avoir peur, ou quand t'es la nuit, puis t'as entendu des pas derrière toi, les filles, elles ont peur. Moi, j'ai pas ça. Alors, ok, il y a pas, comment, il y en a qui me disent, oh, c'est bien. Bah, non, c'est pas bien parce que moi, je trouve que c'est bien d'avoir peur parce que tu te sens vivant, quoi. Tu te sens, alors, je voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose, mais tu vois, le petit frisson de oh j'ai eu peur et puis finalement c'était rien, bah ça je le retrouvais du coup dans bah du vois des sauts élastiques, des trucs comme ça. Et d'ailleurs je pense génial. même que je recherchais un peu dans des conflits, des choses comme ça, ce frisson de mesurer un petit peu à tout le monde. Enfin, et en fait, dans le village où je suis, il y avait de la boxe. Alors c'était de la boxe américaine, c'était pas de la boxe anglaise, mais bon, il y avait de la boxe. Et puis on me disait de venir voir les combats. Et en fait, moi, j'étais tellement hyper active
que en fait, quand j'étais en terminale, j'avais 3 travails. Je faisais à peu près 40 heures par semaine parce que j'avais tellement d'énergie que je l'investissais. Donc mes parents m'avaient dit «Mais non, tes notes vont chuter» et en fait, comme j'arrivais tout à concilier puisque j'avais beaucoup d'énergie, bah, j'avais le droit de continuer à travailler et le fait que je travaille tous les week-ends, tout ça, en fait, j'avais jamais le temps d'aller voir ces copains qui faisaient de la boxe et un soir, coup de bol, j'ai pu y aller. Et en fait, je reverrai toujours ce boxeur qui rentre dans le gymnase, qui traverse tout le gymnase avec tout le monde qui le regarde. Et je me suis dit, wow, il faut avoir un sacré courage parce que ça tombe, il va prendre une rousse devant tout le monde. Et ça, Ouais. c'est quelque chose que t'as pas dans les autres sports. Dans les autres sports, t'as pas ton orgueil qui est touché, quoi. C'est pas toi physiquement, alors que là, pour moi, il y a quelque chose qui traite, ouais, au niveau de la fierté, de l'individualité. Donc, je trouvais ça hyper courageux de monter sur le ring. Donc, bah, je suis vite arrivée dans ce club-là. Et puis, moi, les jambes, c'était pas mon truc. Hein, je voulais juste donner des coups de poing. Donc, je me suis tout de suite tournée vers la boxe anglaise. Et puis, bah, c'est Ouais. comme ça que je suis arrivée à la boxe anglaise, quoi. Waouh, génial. Bah écoute, j'adore ce que tu me dis et je voulais rebondir un petit peu sur la peur. Est-ce que aujourd'hui, tu vois, quand tu montes sur le ring ou quand tu te prépares avant un combat ou à certains moments, est-ce que c'est une sensation que tu revis? Et est-ce que tu es toujours est-ce que tu as toujours cette recherche d'adrénaline maintenant après plus de 10 ans de carrière? Ouais, alors, bah, au début, j'étais amateur, donc tu as un casque. Donc, justement, Ouais. je commençais un petit peu à m'ennuyer. Euh, Parce que bah, j'avais pas vraiment de peur en amateur après au bout d'un certain temps. Et donc mon coach m'a dit, parce que moi j'étais en admiration totale devant les boxeuses professionnelles. Je prenais l'avion pour aller à Marseille juste pour aller voir un combat avec des boxeuses. Enfin voilà, c'était, je trouvais ça, je les suivais partout. Et il me dit bah passe pro, mais je lui dis ah, n'importe quoi parce que moi je suis pas douée quoi. Moi je suis une petite guerrière avec un gros cœur, voilà, je suis courageuse, je m'entraîne beaucoup, mais bon techniquement c'est pas ça. Donc je lui disais bah non j'ai rien à faire dans le monde professionnel. Et Ouais. il me dit mais si vas-y donc il m'a poussé. Et puis bah donc c'est comme ça que je suis arrivée pro. Et en fait en pro, des fois il y a des gens qui disent oh mais oui mais bon t'as déjà gagné des titres. Mais en fait en pro même un combat contre même quelqu'un qui a pas beaucoup de combats, dans la mesure où t'as des bandages durs, hein, faut vraiment imaginer que je peux taper à main nue dans un mur avec mes bandages. Hein, c'est comme si j'étais protégée. On met 30 minutes sur chaque main pour te mettre des bandages autour des mains. Donc, c'est vraiment des bandages durs. Et en fait, à Ouais. tout moment, tu peux prendre un coup qui te met KO ou qui te sonne. Et en fait, ça, c'est une sacrée adrénaline parce que tu sais que à la moindre erreur, tu peux te retrouver le cul par terre ou KO, quoi. Et du coup, bah, ça fiche la trouille. Et pour l'instant, monter sur le ring, ça me retourne vraiment le ventre. J'ai des barres dans le ventre. Donc, ouais, pour l'instant, j'ai toujours les frissons qui font que j'ai envie d'y retourner, quoi. Ouais. Et tu penses que c'est cette peur du chaos justement qui te pousse à te transcender et à battre ton adversaire? Non, la peur du chaos, bah, j'y pense que quand je prends un seul coup où il fait tout noir. Sinon, j'y pense jamais. Non, moi, c'est toujours la peur de décevoir. C'est Ok. très, très, très difficile. Euh, J'ai fait mes 13 premiers combats en refusant que mon nom soit sur les affiches parce que j'avais tellement peur de décevoir des gens que je voulais pas qu'on sache que je faisais de la boxe. Donc ouais, moi c'est vraiment Ok. la peur de décevoir. Mon entraîneur, il passe un temps considérable à m'entraîner. C'est lui qui croit en moi parce que moi j'ai jamais cru en moi. Donc tout ce que je fais, je le fais pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'il voit. Et Ouais. voilà, quand je suis pas à la hauteur, c'est à lui que je pense, quoi. Je dois revenir dans le coin, je dois croiser son regard et c'est toujours très compliqué, ça. Ok.
Et tu sais d'où ça vient, ça, cette crainte de décevoir, cette peur de effectivement de pas être à la hauteur dans le regard des autres. Je te pose la question parce que c'est quelque chose dont je souffre, enfin dont j'ai souffert pas mal, tu vois. Alors j'ai compris la cause et tout suite à des quelques heures de psychanalyse euh, bien travaillées et tout. Donc maintenant je sais. Mais toi, est-ce que tu Non, sais la cause un petit peu j'ai de ça? pas fait d'heures de psychanalyse et moi justement c'est mon leitmotiv, c'est comme ça que je fonctionne. Je l'ai toujours eu, c'est-à-dire que quand c'était l'école, j'avais peur de décevoir mes parents ou la maîtresse. Là Ouais, maintenant que j'étais prof, j'ai peur de décevoir l'inspectrice. Maintenant je suis formatrice, j'ai peur de, enfin, mais moi ça me pousse à essayer de faire le maximum, à faire. Donc moi je pense que c'est bien quoi. Après, je pense que je ouais, suis quelqu'un d'exigeant dans la vie, d'extrêmement dur et exigeant. Que ce que j'ai vraiment apprécié et qui m'a plu, c'était que mon entraîneur, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Je pense que jamais il ne dit c'est bien. Je pense que d'ailleurs on en rigole parce que quand il te dit c'est pas mal, tu sautes, tu dis wouh j'ai fait un truc de malade parce que ça n'arrive jamais. Euh, ok. et en fait moi j'ai besoin de ça. J'aime bien les gens comme ça. Moi si j'avais un coach qui me disait oh c'est bien c'est super, ben en fait ça me saoulerait parce que moi c'est pas ça que je pense. Moi je pense toujours il faut aller plus loin, il faut aller plus haut, faut pas s'arrêter là. Donc c'est pour ça que ça matche bien avec mon coach quoi. Ok, ok, ok. Bah effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Bon, je ramène la chose à moi une dernière fois, et puis après je ferme la parenthèse. Mais moi, du coup, l'étude sur moi-même, c'était un peu ce qui en a ressorti, c'est que c'était mon père effectivement qui m'encourageait très rarement, et que du coup, j'avais besoin j'avais la peur vraiment de le décevoir, ce qui était très exigeant aussi. Et du coup, maintenant, j'ai cette peur de décevoir, et je suis hyper exigeant avec moi-même. Donc, j'ai pas de coach maintenant, mais du coup, ça me fait venir à une question. Comment est-ce que la rencontre entre une boxeuse et un coach se fait? Est-ce que vous, ça a été le hasard qui a fait que vous étiez dans le même club proche de Reims, il me semble. Ou est-ce que c'est toi qui es venu vers lui? Comment est-ce que tu l'as rencontré? Parce que ça a l'air d'être une relation très poussée. Tu vois, ça fait 2 fois que tu vraiment tu mets tu taris pas d'éloges à son égard, et que tu montres à quel point il est important pour toi. Du coup, comment s'est fait cette rencontre? Bah écoute, elle s'est fait que qu'il voulait absolument pas de moi. Donc en fait, moi je suis quelqu'un, je m'habille vraiment, je suis très féminine. Donc je suis tout le temps en talons aiguilles. Voilà, je suis jamais en jogging à part quand je fais du sport. Hein, sinon, donc en fait, quand il m'a vu arriver dans le club, alors faut remettre les choses aussi. Il n'y avait pas de filles en ce temps-là qui boxaient. Hein. En boxe anglaise, c'est arrivé en 1998 les premières et il y en avait pas beaucoup. Et en règle Ouais, générale, les filles qui arrivaient à la boxe, c'était des garçons manqués quoi. Donc lui, il avait eu une ou deux filles qui étaient venues, qui étaient un peu des filles de quartier, un peu garçons manqués, mais il avait jamais eu une fille qui arrive, qui a fait des hautes études. Enfin voilà. Et donc quand il m'a vu arriver dans le club, lui, sa pensée, mais que j'ai su plus tard, hein, mais ça a été, bah non, je veux pas de cette nana dans le club parce qu'elle va me foutre le bras avec les boxeurs. Ça va dragouiller, ça va faire des trucs comme ça. Et lui, il voulait que ce soit bien carré et pas qu'on vienne perturber ses boxeurs, quoi. Donc en fait, d'accord. quand je suis venue donc prendre des renseignements pour avoir une licence, pour connaître les prix, tout ça, les jours d'entraînement, lui, il a dit aux autres non non, ben elle, tu lui dis on est complet, on prend plus personne, voilà. Et le trésorier lui dit mais si vas-y, tu l'as fait payer, nous on encaisse et puis de toute façon on va pas s'occuper d'elle. Et puis au bout de 2-3 entraînements, elle reviendra plus parce qu'elle voit bien qu'on s'occupe pas d'elle, quoi. Donc il a dit bon ok, on fait comme Ok. ça. Donc tu vois, ils avaient un projet pour moi vachement ambitieux, quoi. Et donc en fait, quand tu rentres dans ma salle, tout le monde, hein, c'est Ouais, comme ça, tu rentres et tu commences à courir. Alors, on a une grande salle, elle fait 400 mètres carrés, donc c'est vraiment grand. Donc nous, on ouais, court tout le long du gymnase. C'est comme ça que tu t'échauffes.
Et puis petit à petit, le coach t'appelle, il te dit bah toi tu vas faire du sac, toi tu vas faire de la corde, toi tu viens avec moi, je vais te faire la leçon, vous deux vous vous préparez. Enfin tu vois, il donne des directives sur ce que tu as à faire. Et donc moi je courais. Alors bon, faut aussi que tu imagines, c'est que moi j'avais jamais fait de sport. Donc déjà courir 10 minutes, moi j'avais déjà un point quoi. Mais donc c'est tout, je ralentissais et en fait ils m'appelaient pas puisqu'ils avaient le projet de ne pas s'occuper de moi. Donc c'est tout et au bout d'une demi-heure, 40 minutes. Donc moi dans moi je pétais les plombs, mais il était hors de question que quelqu'un puisse voir que ça m'agaçait quoi. Et donc les boxeurs qui me voyaient courir alors que eux ça faisait déjà 20 minutes que tout le monde bossait, donc j'étais la seule kéké qui était là à courir en tournant dans le gymnase, me disaient bah vas-y Anso, les gants ils sont là-bas, on va faire du sac. Enfin je dis non, le coach il dit rien. Et en fait tout le monde voyait bien que j'étais mis à l'écart, donc les garçons s'étaient dit oui bah c'est une fille, on s'en fout, donc gentiment ils me disaient mais si vas-y va au sac, et moi je disais non, et dans ma tête je me disais on va voir qui va être le plus con des deux, parce que moi je craquerai pas et moi je vais revenir tous les jours. Et donc en fait l'entraînement commençait à 18h et puis à 20h30 il fermait la lumière, donc moi je courais et puis il me disait bah Sophie tu prends ton sac, c'est fini. Donc j'avais bien couru, donc je reprenais mes affaires et je revenais le lendemain. Et le lendemain, rebelote, il me calculait pas. Et puis à 20h30, il me disait Sophie, tu prends tes affaires, c'est fini. Et puis j'ai fait ça pendant 2 semaines. En le maudissant au plus profond de moi. Je pense que pendant que je courais, alors au moins j'étais en train de prendre de la condition physique, hein, mais je pense que mentalement je l'ai bien insulté de tous les noms, parce que je me disais c'est pas possible. En plus il me regardait parce que ça attirait sa curiosité, cette gamine qui venait courir et qui s'arrêtait pas de courir et qui disait bien bonjour monsieur, au revoir monsieur. Et puis donc ça a duré comme ça pendant 2 semaines, et puis au bout de 2 semaines il m'a appelé à venir dans le ring avec lui, et j'ai eu le droit à la leçon. C'est le truc qui est donné qu'aux professionnels ou aux amateurs qui vont faire un combat, enfin surtout pas à quelqu'un qui a jamais fait de boxe. Et en fait, ça lui a plu quoi, ça, de voir que j'étais déterminée, que je lâchais rien, d'entendre quand les autres ils me disaient vas-y arrête, non, l'entraîneur ne m'a pas appelé, j'attends qu'il m'appelle, je respecte ce qu'il dit. Il voyait, il entendait ce que je disais. Donc en fait, ça lui a plu, et donc il a tout de suite su que moi en ce temps-là, j'étais professeur des écoles. Donc, en l'espace de 6 mois, il est passé à je m'occupe pas de toi. Il m'a fait passer les diplômes d'entraîneur pour m'occuper des enfants dans la salle. Donc, tu vois, là, on a vraiment. Et donc, il m'a dit, je me rappellerai toujours quand je suis devenue entraîneur au bout d'1 an, il m'a dit, tu sais, moi, j'ai jamais réussi à garder des entraîneurs plus de 3-4 ans au bout d'un moment, parce qu'en fait, tu fais le second, tu es le deuxième. Donc, il me disait au bout d'un moment, ils ont envie d'être le coach principal. Donc, soit ils vont monter leur salle, soit ils vont ailleurs pour avoir une place plus importante. Et il dit à chaque fois, j'ai formé avec moi des secondes, mais je les ai jamais gardés. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais ça, c'est une histoire de mec, c'est une histoire de pouvoir. Moi, ça n'a aucun intérêt pour moi. D'ailleurs, je le faisais pour rendre service parce que je n'aime pas entraîner. Donc, moi, c'était vraiment parce que j'aimais bien les gamins. Et puis, donc, voilà, si tu veux, nous, les gamins, personne s'en occupait. Donc, moi, comme je suis prof des écoles, c'est mon truc. Donc, voilà, mais c'est pas, c'était plus l'échange avec les jeunes que d'être entraîneur en soi. Et je lui ai dit, mais moi, franchement, voilà, je suis contente. En fait, j'étais plus heureuse de la confiance qu'il m'accordait, tout simplement, surtout vu comment ça avait démarré. Mais j'avais pas du tout envie de monter ma salle ou un truc comme ça. Donc je lui ai dit, t'inquiète, moi je vais rester seconde et je serai toujours seconde avec toi et je chercherai jamais plus. Et puis maintenant, tu vois, ça fait 16 ans. Donc il voit que effectivement ce que j'avais dit, ça fonctionne quoi. Ouais, tu l'as pas roulé. Non. Mais votre histoire est dingue quoi. Elle est super touchante. Alors j'en connaissais une partie et ça m'a fait rire de t'entendre la raconter. C'est dingue, et c'est assez fréquent dans la boxe de garder son entraîneur aussi longtemps. Tu vois, j'ai l'impression que dans d'autres sports, non. tu vois, on alors garde beaucoup. dans la boxe, on le voit. Enfin,
Moi, je vais parler pour moi. Je le verrais enfin, je le vois un peu comme une trahison parce que t'as quelqu'un qui te porte au haut niveau et puis quand tu es au haut niveau, tu pars. Donc, enfin, moi, ça ne me vient pas à l'idée. C'est-à-dire que de toute façon, tant que je suis avec mon coach, je boxe. Le jour où il me dit j'en ai marre, j'arrête, bah j'arrête. Tu vois, j'aurais même pas l'idée d'aller avec quelqu'un d'autre continuer. Donc, mais après, ça fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça, quoi. Je pense que je suis Ouais, quelqu'un de très. Voilà, déjà, je suis quelqu'un toujours dans les extrêmes. Je ne sais rien faire. C'est pas la peine de me dire, tiens, tu pourrais faire un petit peu de ça. Je sais pas. C'est soit je le fais à fond, soit je le fais pas du tout. Donc ouais, voilà, bah et puis bon après après moi j'ai eu la chance, c'est déjà que mon coach c'est quelqu'un qui a formé énormément de boxeurs professionnels, donc je suis tombée sur un coach extra et puis en plus bah une magnifique amitié là-dessus quoi. Donc moi ouais. ma vie mon coach il fait partie de ma vie, c'est-à-dire que dès qu'il m'arrive une nouvelle je vais appeler mon coach comme j'appelle mon père pour lui annoncer une nouvelle qui est dans ma vie quoi. Il en fait partie quoi, voilà, c'est intégrante. Ouais, c'est super intéressant. Et si tu peux détailler un petit peu la vie, enfin le comment dire la relation peut-être que vous avez, mais en dehors de la boxe. Tu vois, moi je sais que c'est pour certains athlètes c'est difficile, tu vois, de faire une scission entre le coach et peut-être en dehors l'ami ou la personne ou le mentor ou un peu le confident. Est-ce que toi c'est ton coach et c'est toujours ton coach à tous les moments, ou est-ce que tu vois il y a des moments où il pose un peu sa casquette d'entraîneur et vous arrivez à avoir une relation un petit peu différente? Oh, c'est le sport qui nous réunit. Après, pas forcément que la boxe, parce que tu vois, on va ensemble à Roland-Garros, on va ensemble au rugby. C'est mon coach, c'est quelqu'un qui aime la gastronomie comme moi, donc on fait énormément de grands restaurants ensemble. Donc tu vois, on fait pas que du sport, mais c'est Ouais, quand même ça qui nous lie. Et puis euh, mais c'est parce que, enfin, pour moi, un coach, enfin, on se rend pas compte. Je passe 25 heures par semaine avec lui ouais, c'est ton meilleur ami en depuis fait. 16 ans. Oh non, c'est encore non parce que on n'échange pas sur nos vies personnelles ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment c'est difficile à expliquer. C'est Ouais, quelqu'un qui me connaît. Ah oui, voilà, je déteste montrer mes faiblesses. Mais c'est quelqu'un qui me connaît justement dans les moments où je suis faible. Donc, ouais, chose que j'aime, tu vois, rien que le prononcer, ça me fait mal. Mais donc voilà, c'est une autre relation, tu vois. C'est même pas une relation d'amitié, c'est pas une relation bien sûr, familiale, c'est un autre truc, quoi. c'est Après, je complètement pense d'accord. pas que ce soit valable avec tous les coachs, mais nous, c'est parce que bah voilà, on s'est bien trouvé, on s'est bien entendu. Lui, il dit toujours que bah, déjà pour lui, la boxe, c'était pas un truc de fille, alors que maintenant, il pense totalement l'inverse et c'est moi qui lui ai montré ça. Et il y a eu des tonnes de situations où, bah, par exemple, je me suis cassé mon nez 4 Ouais, semaines avant de faire des championnats du monde. Et donc je me casse le nez en sparring. Mon adversaire n'avait pas mis de casque, elle fait pas exprès, elle me met un coup de tête qui arrive pile sur mon nez et mon nez casse. Et donc ça allait ouais, être le drame. Donc moi j'appelle mon médecin en panique et mon médecin me dit si, en fait, d'ici 4 semaines, ton nez sera consolidé. Par contre, si tu prends un coup dessus, bah, il va recasser. Oh, bah, je lui dis, c'est tout. Bah, il me dit, comment ça, c'est tout? Bah, je dis, ouais, si c'est que ça, c'est pas grave, c'est bon. Il me dit, oui, juste, bah, il faut plus que tu prennes de coups dessus. Donc, je devais m'entraîner avec une protection comme les rugbyman. Donc mon coach ok, était désolé. En plus, on s'entraînait sur Paris, donc on est revenu à Paris, il parlait presque pas dans la voiture. Et le lendemain, il m'appelle et puis bah, j'étais déjà en train de courir. Il me dit, tu cours avec ton nez cassé? Bah, je lui dis, bah oui, bah je cours pas avec mon nez, donc je peux courir. Donc il me rejoint à la fin de mon parcours. Et puis bah, tu vois, moi j'avais la patate et tout, et il me dit. Il me dit, moi, j'ai jamais eu quelqu'un comme ça. Il dit, toi, tu rebondis tout le temps. Tu vois, moi, j'étais pas inquiète. J'ai dit, c'est bon, on peut le faire. Et puis, effectivement, on a fait le championnat. D'ailleurs, j'ai gagné. Donc, tu vois, et tout ça, c'est des moments, tu vois, justement, de faiblesse où on rebondit.
que j'ai partagé qu'avec mon coach et que même mon entourage, ils peuvent pas comprendre parce que quand je rentre le soir et que je dis à mes parents que j'ai mon nez cassé, eux, ce qu'ils voient, c'est leur gamine qui a le nez cassé et ils se rendent même pas compte que moi, ma seule préoccupation, c'est est-ce que je peux faire le championnat du monde dans un mois. Et le seul qui comprend ça, c'est mon coach en fait. Donc ça, j'appelle ça la grande vie, tu vois, parce que en fait, pour moi, la petite vie, c'est ce que tout le monde peut vivre. Être papa, être maman, avoir un travail, des amis, aller au resto, ça c'est ce que moi j'appelle la petite vie sans aucun, enfin il y a rien de, il y a pas de connotation négative, hein, mais je veux juste dire qu'on peut tous y avoir accès. Et après, il y a la grande vie, il y a participer à un championnat du monde. Tu vois, parce que tout le monde peut être boxeur, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vont être choisis pour faire un championnat du monde. Et ça, pour moi, c'est la grande vie, quoi. C'est un truc que il n'y a pas plein de gens avec qui je peux discuter qui l'ont fait, quoi. Et en fait, la personne avec qui j'ai partagé, j'ai quand même participé à plus de 10 championnats du monde, c'est mon coach. Tu vois, c'est avec lui que j'ai participé. C'est lui et moi qui avons vécu ça. Et c'est des moments hyper importants dans ma vie que je n'ai partagé qu'avec lui. Et ça, en fait, tu vois, ça fait qu'on a une relation, très, très particulière du coup. Ouais. Bah écoute, merci en tout cas pour nous avoir raconté avec autant de transparence tous ces moments parce que effectivement, je pense que c'est très difficile de mettre des mots dessus et ça doit être difficile pour les gens qui n'ont pas forcément une relation approfondie avec leur entraîneur ou leur coach. Et en tout cas, c'est hyper touchant et on sent que c'est un super beau duo, quoi. Donc tu vois, je suis rien que le fait de t'entendre en parler, je suis vraiment très heureux pour vous deux. Donc et c'est hyper inspirant en tout cas cette relation là, de voir à quel point il t'a un peu pris sous son, enfin vous vous êtes trouvés, quoi. C'est ça. Il y a une bonne étoile pour tout, quoi. Je voulais justement rebondir un petit peu parce que t'as mentionné que c'était que t'étais vraiment passionné par les pros et que c'était un peu lui qui t'avait poussé là-dedans. On en parlait juste avant de commencer. Le passage en pro, ça veut pas forcément dire devenir millionnaire, loin de là. Mais le passage en pro, c'est enlever son casque et avoir des bandages beaucoup plus forts et du coup prendre beaucoup plus de risques pour sa vie. Et du coup, tu vois, alors je te provoque volontairement, mais pour quelqu'un, je pense que lui, il a un respect et une certaine forme d'amour ou en tout cas d'amitié pour toi, et il t'encourage à aller sur quelque chose d'encore plus dangereux sur lequel tu risques un petit peu ta vie quand même. D'ailleurs, je dis un petit peu, mais non, tu risques complètement ta vie d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un peu antinomique d'ailleurs, le fait que ce soit lui qui t'a encouragé? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la réflexion que vous avez eue autour de ça? Peut-être que je réponds pas à ta question, mais je vais juste rebondir sur le fait que justement, je fais le fait qu'il m'aime beaucoup. Des fois, ça peut être plus difficile à gérer dans le coin. Tu vois, on est parti faire une demi-finale de championnat du monde en Allemagne. Et en fait, quand tu saignes, nous, on a des ampoules d'adrénaline. Et en fait, alors les ampoules d'adrénaline qu'on met sur un petit coton et l'adrénaline, quand elle est posée sur la coupure, la blessure, le sang, quoi, ça permet de stopper l'hémorragie. Ensuite, on remplit la blessure de vaseline pour que ça s'arrête, ce qui permet de continuer le combat et que le combat soit pas stoppé. Donc, c'est comme ça qu'on soigne quelqu'un. Et en fait, ces ampoules-là, il faut les casser pile au milieu. Et moi, ça me pose pas de problème quand je suis dans le coin de les casser. Mais en fait, les autres entraîneurs avec qui je suis, à chaque fois, je suis obligée de leur montrer parce qu'ils n'arrivent pas à le prendre bien au milieu. Alors, je pense que c'est parce que j'ai des petites mains de femme et ils n'arrivent pas à la prendre bien au milieu et la péter. Et à chaque fois, ils ont du mal à casser l'ampoule. Et en fait, je commence le combat. La fille... involontairement, mais elle me met un premier coup de tête parce qu'en fait, quand tu viens pour boxer et que tu as la tête trop en avant, en fait, tu peux cogner dans la tête de l'autre. Donc, ce qui se passe, elle me tape dans la tête et je suis déjà ouverte une première fois sur le crâne. Bon, je fais signe à l'arbitre, il regarde, ça saignait pas trop, on continue le combat.
Et deuxième coup de tête, et là, elle me casse l'arcade, et là, je te dis pas le sang. Je reviens dans le coin, et donc il essaye, donc tu as 1 minute pour soigner ton boxeur, il essaye de péter ces putains d'ampoules, et il n'y arrive pas, et c'est pas moi avec mes gants qui peut l'aider, et on est que tous les deux, on a pas il a pas de second, on est partis que tous les deux, et donc en fait il n'arrive pas à les casser, et donc il s'agace, parce qu'en fait il voit sa boxeuse, et en plus il voit pas que sa boxeuse, il voit justement quelqu'un avec qui il a une relation particulière qui pisse le sang, et du coup ça lui fait peur. Et moi je lui dis wouh, hey, calme-toi, mets-la bien au milieu, casse-la, il n'y a pas de panique, ça saigne mais t'inquiète pas, j'ai pas mal, ça va bien, c'est que du sang, je m'en fous. Et il m'a dit, oh, quand tu m'as dit ça, en fait, ça l'a libéré un peu, quoi. Et puis il a réussi à casser, puis à pouvoir me soigner. Et je pense que que tu vois, c'est le fait, justement, il m'a vu saigner, et puis il m'aime bien, donc ça l'a beaucoup inquiété, tu vois. Mais le fait, il m'a dit, oh, quand t'es revenu dans le coin, tu m'as rassuré, et il me dit après, j'ai réussi à te soigner, donc tu vois, ça fait qu'on est une équipe bien complémentaire, quoi. Ouais, et puis après, voilà, lui, il est entraîneur depuis. Il a commencé à entraîner quand il a eu 20 ans, et puis tu vois, il a 70 ans. À un moment, il avait tellement de boxeurs professionnels, lui, il en avait monté, c'était son business, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Donc lui, il voit le plaisir du sport, même s'il y a du danger, mais tu vois, il passe au-delà. Donc tu vois, on se pose pas ces questions-là, nous, quand on boxe. Donc on se dit pas c'est dangereux, on se dit au contraire, on y va parce que c'est dangereux, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Mais et du coup, la réflexion de passer pro, elle vient comment? C'est un nouveau challenge comme un autre? Ouais, c'est lui qui me propose. Moi, je lui dis que je suis pas assez douée. Et puis il me dit parce alors en ce temps-là, ce qui se passait, c'est que j'allais au championnat de France. Ouais. Et puis en fait, tous les ans, je perdais en finale contre Sarah Ouramoun, qui est the boxeuse en boxe amateur. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux, quoi? On va pas continuer comme ça pendant 5-10 ans, tous les ans aller en finale, rencontrer Sarah, et puis perdre contre Sarah, parce que bon, déjà Sarah, elle est hyper douée. Et puis après, eux, ils vont en équipe de France tous les mois, ils boxent tout le temps, alors que nous, on boxe 3-4 fois dans l'année. Donc tu vois, il y avait une expérience qu'on pouvait pas compléter, et puis en plus, il y avait le talent qui était pas là. Donc il me dit, ça va être compliqué. En plus, moi, je suis un petit poids, 48 kilos. Donc, j'avais déjà rencontré toutes les 48, 51. On commençait un peu à prendre des 54. Mais bon, tu vois, c'est plus le même gabarit. J'avais rencontré beaucoup, beaucoup de monde en France. Donc, il me dit, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Donc, il me disait, et puis il me dit, de toute façon, ce qui te plaît, c'est de passer pro. Donc, la première année, j'ai dit non. Et puis, la deuxième année, je suis passée pro. Alors, pour passer pro en France, il faut que tu aies 80% de victoire sur ton palmarès, et que tu aies participé plusieurs fois au championnat de France. Donc, moi, j'ai tout de suite reçu l'autorisation de passer pro, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, je savais pas du tout comment ça se passait un petit peu le passage en professionnel. Je te précise ça, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, tu n'as jamais boxé de ta vie, tu veux passer pro, du moment que tu payes ta licence pro, tu l'as. Donc, tu vois, en France, ils ont mis des règles pour que les gens qui arrivent dans le monde pro, ce soient des gens qui ont déjà un bon passé, et pas faire des combats crasseux comme des fois tu peux voir justement en Allemagne, parce qu'ils n'ont pas cette rigueur-là, quoi. Donc, voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a des... Alors, excuse-moi, là, je pose vraiment une question naïve, mais c'était un petit peu c'est aussi pour les auditeurs, même si moi j'ai une partie de la réponse. Il y a une histoire de ligue, hein, c'est ça, en boxe, ou avec différentes ceintures. Et du coup, il me semble que quand tu passes professionnel, tu dois choisir justement une de ces ligues. Alors, c'est des fédérations. Ouais, des fédérations. Donc, en fait, si tu fais un championnat de France, il n'y a qu'une fédération, c'est la fédération française. Et puis après, au-dessus, il y a on va dire, il y a les 4 plus importantes. Donc la première, c'est la WBA. Après, tu as la WBC. Et puis après, je mets au même niveau l'IBF et la WBO. Donc voilà, ça, c'est les 4 plus importantes. Et puis après, tu as 2 autres mineures
c'est l'IBO et la WBF. Et en fait, c'est les seuls qui sont reconnus en France parce que, tu vois, donc là, ça fait 6, mais il y en a, je sais pas, 10, 15, 20, tu vois, il y en a plein. Ouais, Mais bien en sûr, il y France, en a beaucoup. eux, Ouais. ils ne reconnaissent que ceux qui ont de la valeur. Donc, les 4 premières, je te dis, c'est vraiment des fédés majeurs. Et puis ensuite, tu as des fédés plus mineurs qui permettent justement en France de pouvoir organiser des championnats du monde parce que ça coûte tellement d'argent que forcément quand tu es dans une fédération majeure, ça coûte beaucoup plus cher à organiser que dans une fédé mineure. D'accord, ok, ok, ok. Et quand tu dis ça, qu'est-ce qui coûte de l'argent? C'est d'organiser les combats, et de la logistique un peu qu'il y a autour des combats, c'est ça que tu veux dire? Par exemple, si tu veux que je fasse un championnat du monde, il Ouais, faut demander à la fédération française où je suis affiliée, il faut déjà leur payer une grosse taxe pour qu'ils acceptent que je puisse boxer. Donc, tu as déjà une taxe à ouais, payer pour eux. Si tu fais un championnat du monde, donc tu es dans une autre fédération, donc tu vas repayer une très grosse taxe à la fédération. Et donc, tu peux déjà facilement te retrouver avec des sommes comme 20, 30 000 euros de taxes, alors que tu as payé personne, qu'il va falloir payer des arbitres, waouh, tous les officiels juste pour un combat. Tu vas payer 5-6 personnes juste en officiel. Il va falloir payer les boxeurs, les déplacements, les billets d'avion. Tu fais venir une Mexicaine, elle arrive une semaine avant, il faut la loger, il faut la nourrir, elle est son coach. Enfin, donc ça va vite, ça chiffre vite, quoi. ok, d'accord, Voilà. ouais, ok. Et qui est-ce qui finance tout ça? C'est la personne qui C'est le l'organise club du qui coup? organise. Ok, c'est le club qui l'organise. Ok, ok, Mm. ok. Ah ouais, donc c'est une sacrée logistique. Ok, Ouais. c'est dingue. Et, euh, C'est pour ça et qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations en France. ok, d'accord, ouais, ok, ok. Et t'as mentionné tout à l'heure Sarah Ouramoun. Mm. Je sais aussi que tu m'as dit que malgré effectivement les combats et les défaites que tu as eues avec elle, c'est quelqu'un pour qui tu as beaucoup de respect et avec qui tu t'entends très bien. C'est quoi euh, c'est peut-être que la relation que vous avez elle est privilégiée et elle appartient, mais c'est quoi les relations qu'il y a entre les différentes boxeuses professionnelles ou amateurs? Est-ce que c'est moi, tu sais, de l'extérieur, je pense on peut se dire que c'est un milieu, tu vois, quand on connaît Rocky et tout, on sait pour les fans un peu qui ont un peu moins la culture de la boxe, tu vois, on voit que c'est une ambiance très très particulière. Toi, avec Temo, c'est quoi les relations et l'ambiance qu'il y a entre les différentes boxeuses? Ça dépend de la personne qui est en face de toi, hein, parce que si tu as quelqu'un d'intelligent, tu vas avoir une bonne relation. Et puis si tu as quelque chose moins d'intelligent, ça va être plus compliqué. Je sais pas, il doit y avoir que 20 filles pro en France. Ouais. Euh, Vous vous connaissez Moi, je toutes, pense au j'imagine. contraire qu'on est vachement solidaires les unes des autres. Et puis parce que justement, c'est une grosse galère. Déjà, c'est difficile pour une fille de s'imposer dans un sport comme ça. Il y a peu d'organisation, donc en plus, qu'il y ait une fille qui puisse boxer dans une soirée, c'est encore plus rare. Et puis voilà, on va plutôt se soutenir, essayer de se dépanner en sparring les unes les autres. Mais bon, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Si tu tombes sur quelqu'un qui est pas cool, tu peux pas avoir des bonnes relations. Donc Ouais. déjà, moi, Sarah, pour revenir, parce que tu me parlais sur elle, j'ai perdu contre elle, mais elle était tellement talentueuse. Je me rappelle que quand je combattais avec elle, j'étais en admiration sur ce qu'elle me faisait, quoi. Je me disais, putain, c'est génial. Enfin, tu vois, j'étais vraiment Ouais. admirative parce que c'était top. Et puis, quand je suis passée pro, je lui ai demandé pour. Alors, faut savoir que quand t'es boxeuse amateur. Alors, en plus, moi, en montant, c'était en 3 rounds. Quand je suis partie, les derniers combats, c'est passé en 4. Mais moi, en pro, Ouais. je fais du 10 rounds. Et Ah ouais. dernièrement, il y a des filles en Angleterre qui ont demandé à ce que ce soit en 3 minutes et non pas en 2 minutes pour faire comme les garçons. Et moi, j'adorerais parce que moi, je suis quelqu'un de très physique. Et en fait, Ouais. voilà, j'adorerais, mais enfin, pour l'instant, ça passe pas chez nous. Bon, ça passera peut-être plus tard. Mais du coup, moi, quand après j'ai appelé Sarah pour qu'on puisse continuer à faire du sparring, parce que tu ne peux évoluer que si tu boxes avec quelqu'un qui est meilleur que toi. Donc, je voulais aller faire du sparring avec elle
pour essayer de m'améliorer, essayer de prendre moins de coups, réussir à plus à toucher. Et Sarah, elle me dit oui, ok, mais moi je fais que 4 rounds, donc à chaque fois il fallait trouver 2 voire 3 autres filles pour pouvoir faire mes 10 rounds, mais bon, on se débrouillait. Et moi j'étais en admiration dans ce qu'elle faisait, et elle me disait mais comment tu peux faire 10 rounds intensifs comme ça, enfin tu vois, c'est pas la même boxe quoi. Moi c'est vraiment physique, alors qu'elle c'était très très technique. Bon, des fois quand tu es vraiment un bon boxeur, bah, tu fais les deux. Mais c'est pas mon cas. Donc, elle, voilà, vraiment au niveau technique, elle est assez incroyable, quoi. Ok, d'accord. Donc d'un côté, effectivement, il y a peut-être l'athlète très technique avec une boxe très, je dirais pas le mot raffiné, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas une boxe bien léchée. Et de l'autre côté, toi, beaucoup plus sur l'énergie, le peps et l'endurance aussi, j'ai l'impression, parce que 10 rounds, Ouais. effectivement, faut les tenir. Ouais. Ok. Et bah écoute, ouais, très très, c'est super inspirant d'écouter ça. Et effectivement, tu vois, c'est les petits dessous que les auditeurs aiment bien savoir, tu vois, un petit peu. Alors, je vais pas dire les relations entre les différents sportifs. Je sais que Tu sais, ça plaît un peu justement, moi, des je me podcasts. bats un petit peu contre. Bon, déjà, par exemple, c'était très, très compliqué avec mon coach parce qu'il Ouais. refusait que je souris sur les affiches de boxe. Et j'ai réussi, mais je lui dis, mais moi, le côté, je te regarde de travers et tout, c'est pas mon truc, quoi. Je lui dis, je trouve ça débile. Je lui dis, moi, déjà, jamais tu peux écouter toutes mes interviews, jamais je dis, ouais, je vais la fracasse. Ben non, parce que dans ma tête, je me dis, oh, pourvu que je gagne, j'espère que ça va bien se passer. Enfin, j'ai pas du tout cette confiance en moi, donc je vois pas pourquoi. Puis en plus, c'est du sport, c'est pas de la bagarre, donc je ne lui souhaite aucun mal à cette personne-là. Donc à la pesée, ils veulent qu'on se regarde, ils appellent ça le face to face. Je trouve ça ridicule. Je déteste la pesée parce que donc justement moi, alors j'en suis à un point. La dernière fois, je souriais à mon adversaire pour lui montrer qu'il n'y avait pas du tout mais du coup mon coach il me dit ouais mais on se demande si tu te fous pas de sa gueule. Alors je dis oh là là, je sais plus quoi faire. Enfin, tu vois, parce que moi, je déteste ça. Moi, la personne, je la respecte. D'ailleurs, souvent, je les connais pas. Hein. Je vais les boxer, puis je la reverrai plus jamais. Donc, enfin bon, Ouais. j'aime pas le côté ouais un peu film et tout ça. On le voit toujours hein, aux États-Unis des conférences de presse et moi dans ma tête je me dis Bien mais sûr. c'est quoi ces gens-là, enfin voilà, j'aurais du mal à comprendre. Je me suis retrouvée avec des filles hein, qui me provoquent sur le ring, je revenais dans le coin, mon coach était fin énervé, je dis oh bah laisse tomber, moi ça me touchait même pas quoi, parce que dans ma tête je me dis ouais c'est mon sport, je m'en fous quoi, enfin voilà, moi je suis pas du tout comme ça. Ouais. Et c'est un peu c'est Mohamed Ali hein, qui avait été le premier bah c'était enfin, il était connu quand même, c'était une comme on dirait une grande gueule et des fois il était même hyper insultant vis-à-vis de ses adversaires, en tout cas c'est Non, c'est Tyson qui est comme ça. et pas Mohamed Ali. Bah alors moi, je vais te dire, niveau boxe garçon, c'est pas du tout mon dada. Moi, tu peux te parler de n'importe quelle fille, je OK. les connais toutes dans toutes les catés, je suis fan à fond. Les garçons, non. Mais OK. de ce que Ouais. j'ai de Mohamed Ali, c'est quelqu'un qui se déplace très vite, un grand boxeur avec vraiment, c'est le styliste hors pair. Mais enfin, alors après, je sais pas, je sais que c'était toujours tendu avec Tyson, mais je sais pas. Là, tu fais pas appel Bah à la bonne ouais. personne pour te répondre là-dessus. Non, bah, je suis quasiment sûr de moi. Je sais que bah, D'accord. j'avais regardé son film Ah ok. il y a pas si longtemps et c'est vrai que ouais, il y a des images de lui où effectivement il manque de respect complètement à tous ses adversaires. Mais bon, c'est une chose. Il y a d'autres trucs dans la boxe, un peu dans ces clichés qui t'agacent et qui t'énervent, hormis le face to face justement. Il y a d'autres trucs comme ça que je trouve Bah un après peu insensés. moi c'est plus les questions des journalistes quoi. Des fois tu vas passer 20 minutes sur une interview qui en dure 30 pour te poser des questions sur le physique quoi et ah bah oui mais pourtant vous n'êtes pas moche, enfin tu te dis non mais ils ont rien compris quoi, enfin où on est, le gars il est censé être journaliste sportif et voilà, non oui mais alors si vous avez un cocard, mais tu la poses la question à un mec qui a un cocard quoi, arrête 2 secondes, enfin et du coup en fait ils se rendent même pas compte que quand ils disent ça au niveau égalité homme-femme on est à l'ouest quoi. Du coup bon Ouais. bah ça m'agace. Et puis l'autre cliché hein,
bah en gros, si j'avais pas fait de la boxe, j'aurais fait de la tôle. Enfin, tu vois, moi je suis arrivée à la boxe, j'avais un master 2 en philosophie, j'étais prof des écoles. Enfin, voilà, moi rien à voir quoi. Je suis pas du tout une fille enfin En fait, je pense que ça fait vendeur. Tu vois, s'ils pouvaient dire, Ouais. oh, Ouais, c'était ouais. une fille qui allait mal tourner, elle se battait tout le temps dans la rue, enfin, mais pas du tout, quoi. Donc, enfin, voilà. Et donc, bah, t'as quand même beaucoup de stéréotypes comme ça, quoi. Et puis après, il y a des Ouais. drôles de réactions. C'est les gens que tu croises, dès qu'ils te voient, ils disent, ah ben, je me tiens à carreau, tu vois, comme si je frappais tout le monde dans la rue. Ou beaucoup de monde me demande, vas-y, tape-moi dans le ventre. C'est quand même bizarre comme réaction, quoi. Donc, Ok. quand je croise des gens, vas-y, Désolé, je vas-y, rigole, alors hein, ils mais sont là, ils serrent leurs abdos, vas-y, tape-moi. Bah non, je vais pas taper. Qu'est-ce que c'est? Enfin, bah voilà, tu vois. Donc ouais, je me dis, oh, peut-être qu'on. Alors oui, par exemple, je suis quand même quelqu'un. Je pense que je suis plutôt quelqu'un d'assez agressif, mais verbalement, tu vois. Je veux dire, je me laisse pas faire. Mais j'ai pas recours Mhm. du tout aux mains, enfin, et je sais pas ce qu'ils s'imaginent les gens, quoi. Donc, Ouais. tu vois, c'est ce genre de truc. Encore, ouais, voilà, les stéréotypes, quoi, un petit peu ce que véhicule la boxe. Enfin, pour revenir à Sarah Ouramoun, elle, enfin, au niveau des études, elle a fait Sciences Po, elle a carrément monté son Bah, entreprise. Enfin, tu vois, je totalement. sais pas ce qui. En fait, pour moi, il y a tout quoi dans la boxe. Des fois, bah, t'as des filles plutôt masculines, des fois, t'as des féminines. Enfin, c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. T'as des gens qui ont fait des études, t'en as qui n'ont pas fait. T'as des racailles, t'en as qui sont très bien. Enfin, c'est comme n'importe quoi. Alors que je pense que les gens, ouais, ils se représentent une image assez particulière, quoi. Et si tu veux, ça fait 16 ans, tu vois, et je me dis, oh, on me repose toujours ces questions-là, quoi. On me pose toujours des Ouais. questions sur, bah oui, mais ça vous embête pas d'avoir des cocards sur le visage, enfin, tu vois, et, et ça me gonfle parce que c'est pas ça des questions qui s'intéressent à mon sport ou je te dis quand tu as une interview de 30 minutes, quand tu as parlé de 20 minutes de ça, alors que tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un que tu es plutôt dans des trucs technico-tactiques pour essayer de gagner et tout, et tu dis en fait il m'a pas du tout posé les questions importantes quoi. Enfin voilà, Ouais. 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 mais ça c'est des stéréotypes, ils sont toujours là. Voilà. Bon. Bah écoute, excuse-moi, j'ai rigolé un peu nerveusement, mais c'était tellement les stéréotypes étaient énormes et tellement c'était Oui, mais cliché c'est toujours comme ça, que, c'est trop vrai. mais que en fait, ça me faisait plaisir de les casser avec toi, tu vois. Ça me Ouais, faisait plaisir ouais. de, tu vois, de les mettre un peu de les montrer du doigt et tu vois, et justement de prendre le temps d'en parler et de montrer Mais qu'il y a tu sais d'autres portraits, ce quoi. qui est super, qui est une sorte de petite victoire, c'est que mon public rémois, c'est un public familial. C'est-à-dire que quand tu viens à un championnat du monde que j'organise sur Reims, c'est une salle de 2000 personnes, hein, c'est la salle de Renétis. Et dans mon public, c'est que des familles avec des enfants, des poussettes. Et parce que je pense que justement à Reims, j'ai cassé le fameux stéréotype et que j'ai amené bah, les gens, justement, ils voient plus ça comme de la bagarre, mais ils voient ça comme du sport. Et du coup, moi, j'ai vachement un public familial. J'ai des petits gamins de 10 ans qui sont là quand je boxe, qui scandent mon nom. Et ça, je trouve ça super bien parce que moi, j'ai connu 16 ans en arrière des salles où il y avait Ouais. que des mecs et pas une fille, quoi. Donc, d'ailleurs, moi, dans mon club, il y a énormément de filles. Parce qu'en fait, moi, j'ai ouvert la porte puisqu'avant ils voulaient pas de filles dans le club, donc tu vois, ça a ouvert les trucs, donc ça c'est plutôt bien quoi. Ouais, ok. Mais en tout cas, bah félicitations, c'est trop bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que tu vois, qu'est-ce qu'on peut encourager les auditeurs à faire, je sais pas, pour promouvoir la boxe féminine, je sais pas, quel cliché on peut essayer encore de balayer là Eh ben, par pour exemple, avoir il fait un peu faudrait le buzz. surtout pas croire que le plus beau cadeau qu'on peut me faire, c'est de me dire, parce que alors là, je vais te dire, oh Anne-Sophie, je t'appelle, j'ai un projet, ça va te plaire, une soirée de boxe entièrement féminine. En quoi ça me plaît? Moi, ce que je veux, c'est une soirée de boxe, le entièrement féminine, j'en ai rien à faire, quoi. Et en fait,
ça va aller à l'encontre du projet parce que si tu montes un projet entièrement féminin, tu vas pas avoir beaucoup de monde qui vient, malheureusement, hein, je dis bien malheureusement. Alors que si tu fais une soirée filles-garçons, il va y avoir plein de monde qui vient. Et ceux qui pensaient, hein, parce qu'en règle générale, ils n'ont pas vu que les combats de filles, c'est pourri. En règle générale, après, ils disent, en fait, c'est des sportifs, tu vois, ils voient plus le côté filles-garçons. Donc, voilà. Moi, je trouve que rien que le fait de dire je fais une soirée spécialement féminine, eh ben, c'est pas ça l'optique. L'optique, c'est qu'on arrête de voir un genre, fille ou garçon, mais qu'on voit juste le sportif qui est là, un sport, la boxe. Il y a des questions où on me demande, mais alors en boxe féminine, mais ça n'existe pas la boxe féminine. Il y a une règle de boxe anglaise. Il y a pas si tu es une fille, attention, tu tapes pas, enfin voilà. Après il y a par contre des différences donc de temps de round ou de nombre de rounds, mais qui vont aussi être comme tu as les différences de catégorie quoi. C'est physiologique. Et encore, hein, je parle en pro, mais je te dis maintenant en amateur, ils viennent de passer en international. Les filles comme les garçons sont en même temps, et moi j'aimerais bien que ça soit pareil en professionnel. Mais voilà, c'est les mêmes règles quoi. Si t'es KO par terre, t'es KO par terre. Si tu te relèves avant un certain nombre, selon la fédération, si tu mets un genou par terre, t'es compté et ça te permet de finir le combat. Enfin, et alors qu'il y a des gens qui croient que c'est pas les mêmes règles quoi. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on voit le sportif et qu'on arrête. Moi, quand je regarde du tennis, que je vais à Roland-Garros. Je me dis pas je vais voir que les filles ou je vais voir que les mecs, je vais voir les filles et les mecs, je regarde le tennis, j'aime bien, c'est cool, enfin et j'aimerais bien que ça arrive comme ça pour la boxe. Alors après je sais que ça va pas arriver maintenant puisque les filles elles sont arrivées qu'en 98 et qu'il faut laisser le temps hein. C'est comme je vois bien qu'au niveau des filles du foot ça commence à bien progresser donc mais c'est quand même agaçant parce que j'aurais voulu que l'évolution elle soit plus rapide quoi. Ouais, bien sûr, c'est clair. Et tu vois, là, tu es en train de dire qu'effectivement, ça s'est démocratisé. Hier, ma petite amie, elle me disait, ma compagne me demandait si je pensais que $1 Million Baby avait joué. Du coup, je me suis dit, je vais pas te poser la question, c'est trop cliché ça. Mais tu sens que tu vois, moi, j'ai l'impression que il y a des super boxeurs en France. Tu vois, on a parlé de Sarah, il y a toi, moi je vois Nordine Oubaali bientôt, je Extraordinaire. vois je vois Tony Yoka et sa compagne Estelle Mosley, tu vois, je vois qu'il y a un vivier de gens qui sont en train de repousser les limites de ce qu'on faisait pas il y a 15 ans. Euh, est-ce que est-ce que tu vois, enfin, est-ce que penses pas que franchement il y a, je sais pas, le sport mérite d'être plus développé ou mérite de passer à une vitesse supérieure, tu vois, qu'est-ce qui manque en fait pour que vraiment ces athlètes-là puissent être, je sais pas, plus qu'internationalement reconnus ou puissent même beaucoup mieux en vivre, tu vois. Ce qui manque, c'est Qu'est-ce l'argent, que hein, tu vois, c'est tout simplement. Avant, Canal+ faisait tous les jeudis soirs une soirée boxe et ils mettaient beaucoup d'argent, Ouais. donc ils sponsorisaient les galas, donc ça allait. Maintenant, ils sont toujours là, mais tu vois, ils vont avoir, par exemple, un boxeur, ça va être Tony Yoka. Super pour lui, mais tu vois, c'est pas tout le monde qui profite de ça, quoi. Donc Bien il sûr. a une super chance et tout. Donc en fait, ce qu'il faudrait, ce serait que si demain c'était médiatisé comme le foot, tu vois, ce serait nickel. Donc c'est toujours un problème d'argent, quoi. Ouais, un Donc problème de voilà. médias et de visibilité. Mais tu trouves pas d'ailleurs que il y a peut-être je sais pas, une petite mauvaise réputation sur la boxe qui fait que qu'il y a pas la même engouement qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, tu vois. Et je trouve, enfin, c'est dommage, tu vois. Moi, quand je préparais un petit peu l'interview, je me disais mais il y a une mauvaise image qui colle un peu à ce sport et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est, comme on l'a dit, c'est que des clichés et qui sont pas forcément mérités et on peut le voir avec ta personne, on peut le voir avec plein d'autres portraits qu'il y a dans la boxe et c'était cool, enfin en tout cas c'est très intéressant de mettre ça en valeur avec toi et je me demande qu'est-ce qui pourrait faire que ça change un peu mais j'ai pas la réponse. Voilà, j'ai pas la Je te réponse. dis, il faudrait que ce soit plus médiatisé et puis après, voilà, Ouais. une fois qu'il y aurait de l'argent, ça repartirait, quoi.
Ouais, je vois le truc. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que il y a autant de talents en France, ou en tout cas autant de gens qui ont réussi à briller à leur échelle, hein, bien sûr. Bah C'est quoi, parce qu'on a c'est on a des bons entraîneurs, on a des bons entraîneurs. Je pense que ça fait longtemps en France justement qu'ils sont en place. Comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, des fois on peut trouver que c'est un peu strict la Fédé pour pouvoir permettre un passage pro, mais ça te permet d'avoir des gens de qualité et puis de diminuer les accidents. Donc voilà, là-dessus, moi, je pense que c'est bien. Et après, on sait très bien, tu as des pays qui sont connus. Quand les filles, elles tournent en amateur, elles savent très bien que bah, quand les filles, par exemple, qui arrivent de Roumanie, c'est des filles, c'est des guerrières qui n'ont peur de rien, qui lâchent rien. Les Italiennes, ça va être plus technique. Enfin, tu vois, chaque pays a ses qualités et ses défauts. Et donc, je pense qu'on a de la chance en France d'avoir des bons entraîneurs, quoi. Ok, ouais, donc des bons clubs et une bonne école, et effectivement, c'est ça qui fait la différence. Mhm. Euh, et je voulais te demander aussi, puisque tu as beaucoup de titres, tu es cette fois championne du monde, et ça fait quoi la première fois de remporter la ceinture, et alors c'était il me semble, c'est quoi, c'est 3 ans après ton passage en pro, dis-moi si je me bêtise, là je l'avais pas noté. Euh, Oui, c'est ça à mais peu près. Ouais. ouais, ça fait quoi? C'est un sentiment d'accomplissement? C'est comment tu le fêtes? Ah bah déjà, j'ai jamais fêté un titre, mais C'est vrai? bah, en règle générale, il y a beaucoup que j'ai organisé. Donc en fait, en gros, pendant que tout le monde fait la fête, moi je suis au contrôle antidopage. Et quand je sors du Ouais. contrôle antidopage, tout le monde est parti et c'est là que je prends le balai et que je nettoie la salle. Donc au niveau, tu restes bien la tête sur terre. Bah, tu peux Ok. pas. Ouais. Alors le premier titre, parce que pour moi, chacun a une saveur différente. Alors, le premier titre, on avait une blague avec mon coach. À chaque fois qu'un coach téléphonait pour proposer un combat, on déconnait en disant bah, tiens, il a appelé pour proposer un championnat du monde. Enfin, voilà. Et puis, on sort de l'entraînement et il y avait le club de Sedan qui avait téléphoné et qui avait laissé un message en disant à mon coach ah bah je voulais te parler d'un truc, bah c'est pas grave, demain on vient à Épernay à un gala de boxe, je crois que tu y es, on en parlera demain. Et donc pour déconner, je lui dis ah bah ça tombe, il t'a appelé pour me proposer un championnat du monde et puis toi t'as même pas répondu. Et puis c'est tout. Et puis le lendemain, donc je les laisse discuter entre eux, hein, entre entraîneurs, et puis moi j'étais un petit peu plus loin dans la salle. Et quand je reviens vers lui, je lui dis bah alors qu'est-ce qu'il voulait et puis il me dit bah proposer un championnat du monde. Donc je rigole. Il me dit non mais c'est vrai. Donc en fait la mairie de Sedan tous les ans voulait mettre en fait comme ils n'avaient pas un gros budget et qu'ils pouvaient pas donner à tous les sports, ils ont dit tous les ans on va mettre un gros budget au service d'un sport et on va tourner tous les ans. Et donc là ça tombait l'année où ils donnaient à la boxe. Et ils voulaient faire un gros gala. Et donc, ils m'ont proposé un championnat du monde. Et, Ouais. et moi, j'avais 13 combats. Et la fille en face, elle avait déjà été 5 fois championne du monde. Donc, pour moi, c'était utopique, irréalisable. Mais par Ok. contre, comment tu peux dire non à une proposition de championnat du monde, quoi. Donc c'était incroyable quoi, de pouvoir. En plus, dans les Ardennes, c'est là où je travaille. Enfin, c'était dingue, quoi. Donc Ouais. on a dit oui. Et puis si tu veux, on l'a su, ouais, je crois qu'on l'a su au moins 7 ou 8 mois avant parce que donc Jean-Louis Joly, qui était le président du club qui organisait, il voulait vraiment bien faire les choses, donc il s'y est pris longtemps à l'avance. Et moi, ça fait que pendant tout ce temps-là de préparation, j'ai fait que ça, de rêver de ce combat. Un coup, je le perdais, un coup, je le gagnais, un coup. Et en fait, la soirée a eu lieu et j'ai gagné. Et je pense que je suis allée me coucher en réalisant pas vraiment ce qui s'était passé, quoi. Je me suis réveillée le lendemain en me demandant si c'était encore un rêve de plus ou si c'était vrai. Enfin, c'était c'était drôle comme sensation parce que c'était avait été tellement pour moi réalisable que d'avoir gagné, ça me paraissait fou, quoi.
Ouais. Donc voilà, voilà comment je l'ai ressenti. Ok, c'est dingue. Bah écoute, merci de nous partager ce petit souvenir. Et il y a eu des victoires ou des combats qui t'ont marqué plus que les autres ou Non, dont t'es encore plus fier? non, je l'ai. Oh, bah si, comment? Des combats où je suis fière. Là où je suis fière, limite, c'est quand j'ai été très en difficulté. J'ai, bah, par exemple, mon dernier combat, j'ai été boxée donc dans une catégorie au-dessus de la mienne, une championne du Ouais, monde. Et bien sûr. en fait, c'est une fille, c'est une grosse guerrière. Donc, on commence le combat et on se donne vraiment des coups. Enfin, ça commence sur un ton, je te dis pas, hein, où tu te dis waouh. Donc, on se donnait énormément de coups. Donc, un round, deux rounds, trois rounds. Et moi, dans ma tête, je me disais, parce que je sais que je suis physique, ce que j'espérais, c'est qu'elle allait craquer parce qu'on était sur une haute intensité. Et au quatrième round, je prends un coup juste sur l'arcade et j'ai un hématome de ouf. Ouais. Alors, faut savoir que quand c'est comme ça, quand tu reviens dans le coin, ils prennent des fers et ils appuient dessus pour te le faire rentrer à l'intérieur pour pas que ça explose. Aïe. Donc, il y a une hémorragie. Oh. Donc, Ok. ça va être beaucoup plus long pour la cicatrisation, mais ça permet qu'il n'y ait pas de sang et tout ça. Donc, c'est très douloureux. Et donc, quand Ah je ouais, reviens c'est super mal. dans le coin, j'ai très mal. Et je vois mon Tu m'étonnes. coach qui est pas tout seul, mais je les vois très inquiets dans leur regard. Et je suis Ouais. vraiment bien esquintée. Et je leur dis non, mais on n'arrête pas de combat parce que eux c'est ça. Hein, on arrête. Non, on n'arrête pas de combat. On y va. Comment l'arbitre vient. Je dis ça va bien, j'ai pas mal et tout. Donc moi j'ai jamais perdu avant la limite et je ne veux pas perdre avant la limite. Donc je dis non, ça va bien. Et donc à partir de là. Cette blessure-là, en gros, je sais qu'on est mal barré, quoi. Et puisqu'en plus de l'autre côté, bah, elle va taper encore de plus en plus dessus, quoi. Et donc on est Ouais. qu'au quatrième round et t'en as 10, quoi. Et donc bah, j'ai continué. Je pense que j'ai presque supplié à partir du huitième round à l'arbitre et à mes coachs de me laisser finir ce combat-là. Et on a fait la guerre jusqu'au bout. Donc je savais très bien que bah, j'étais en train de perdre, hein, mais j'ai Ouais. rien lâché. Donc tu vois, il y a ce côté j'ai rien lâché. J'arrivais à avoir super bonne figure auprès des coachs et de l'arbitre alors que j'avais très mal. Mais c'était tellement important pour moi d'aller au bout. D'ailleurs, après, il y a plein de gens que Ouais. j'ai vus qui ont dit oh mais il fallait arrêter le combat avant. Mais non, pour moi c'était top parce que alors bien sûr c'est catastrophique hein, pour moi parce que je le vis comme ça. Hein. Faut pas croire que je le vis comme oh j'ai perdu. Non, c'est la fin du monde. Donc j'ai perdu. C'était très dur. J'étais hyper esquintée parce que en plus après bah ton visage il gonfle puisque tu as repris des coups dessus Bien donc sûr. t'es magnifique à souhait et avec bah, j'avais mes élèves le lundi en classe hein, donc voilà et Ok. donc t'arrives tu dis aux gamins bah oui je sais je suis pas belle mais vous inquiétez pas ça va et mais j'étais quand même c'est compliqué à expliquer ce que je ressens parce qu'à la fois je me sens tellement une grosse crotte de perdre mon combat, j'ai honte, je me sens nulle, enfin, et en même temps, je me dis, tu lâches rien, t'en as rien à foutre de la Ouais. douleur et t'y vas. Donc, tu vois, ça compense un tout petit peu. Et mais voilà quoi. À la fin, si tu veux, c'est moins grave que si on avait arrêté le combat où là, ça m'aurait fort embêté. Voilà. Ok. Ok. Bah, merci de nous partager en tout cas ta relation à la défaite, parce que c'était sans filtre et je pense il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui n'osent pas dire tout ce que tu as dit et je pense qu'ils pourtant ils vivent la même chose que toi. Mais waouh, quelle histoire et je savais pas pour le coup d'écraser l'œuf là. Ouh, franchement j'ai Si, eu en des fait, ça frissons te dans le dos là. permet, quand tu as un hématome, tu vois, si tu reprends un coup dessus, après, surtout quand ça fait un œuf,
Tu vois, Ouais. ça peut saigner, ça peut s'abîmer et tout. Alors, en fait, en fait, au pied du ring, tu as des fers dans une boîte avec des glaçons, dans une petite thermos, quoi. Et en fait, Ouais. quand ils voient que tu as pris un coup, hop, on enlève. Et en fait, ils appuient sur tous les endroits où tu as pris des coups pour, justement, avec les fers, ça te met du froid, donc ça te permet à tes hématomes d'avoir moins mal. Et quand tu as un gros œuf, et ben, en fait, on le repousse à l'intérieur. Donc ça, c'est Ok. pas du tout agréable. Parce qu'en plus, après, c'est long à cicatriser. Voilà. Ouais, Mais bon, j'imagine, c'est tout, hein, j'imagine. c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Ok. Ouais, c'est ça. Euh, Écoute Anne-Sophie, l'heure a vachement tourné, j'ai pas vu le temps passer. Généralement pour clôturer un peu, j'ai quelques questions. C'est un petit peu les questions du public, tu vois, des questions un petit peu génériques. Et tu peux y répondre du tac au tac, ou si tu as envie de les détailler, on peut prendre le temps. Et la première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi. C'est une journée où je me suis pas ennuyée. Ah, cool. Mais la réponse est simple et droite au but. Bah, en fait, Est-ce que t'as c'est l'unique objectif de ma vie. C'est-à-dire que je passe ma vie à me remplir des plannings entiers de choses à faire parce que si jamais je m'ennuie à un moment, c'est quelque chose, c'est une grande souffrance pour moi. Donc je remplis des plannings entiers, mais je peux très bien me lever et dire je change tout. L'imprévu me plaît aussi. C'est juste que c'est rassurant pour moi de savoir que tout est bien rempli parce que je ne peux pas passer alors, c'est pas forcément des activités, ça peut très bien être lire un livre, hein, mais en tout cas, il faut pas que j'ai un moment où je vais m'ennuyer. Ça, je ne supporte Ouais. pas. Ne pas savoir quoi faire. Ok. Bah Mm. écoute, je me reconnais beaucoup en toi. J'ai toujours besoin de faire un truc. Mon agenda, moi, je dis à mes collègues et à mes amis que il y a que mon agenda qui fait foi et tout est noté dedans. Je note tout. Et quand j'ai des proches qui le regardent, ils me disent, mais tu fais des pauses à des moments? Bah, je lui dis, ben oui, regarde, des moments, j'ai 10 minutes de trou dans mon agenda et donc effectivement, je me reconnais beaucoup en ça, quoi. Tu as mentionné en tout début d'interview que tu avais généralement la barre au ventre avant de monter sur le ring et que tu avais peut-être un petit peu la pression. Est-ce que tu as un gris-gris, une astuce, une méthode pour justement faire un petit peu euh, redescendre la pression et évacuer un petit peu le stress avant un combat? Alors, moi, déjà, j'arrive très, très longtemps avant dans le vestiaire parce que j'ai besoin Ok, d'être dans ma bulle. Donc, c'est-à-dire que même si je boxe à 23 heures, à 18 heures, je suis déjà dans le vestiaire. Et je suis déjà dans le vestiaire en tenue et tout. Hein. Il y a pas de ok, souci. Je suis prête à monter. Et après mes gris-gris, alors j'en ai deux. Le premier, c'est la figa. Alors, c'est une petite main portugaise qui chasse le mauvais œil. Donc, en fait, mon d'accord. père en avait acheté à toutes les femmes de la famille quand j'étais pas encore là. Et donc, ils avaient tous cette petite main autour du cou. Donc, je leur ai demandé, ils m'ont expliqué que c'était pour chasser le mauvais sort. Et donc, bah, je m'en suis acheté une. Et puis, en fait, je l'ai fait graver sur toutes mes tenues. Donc, elle est dans mon dos. J'ai la figa pour chasser le mauvais sort. Et quand j'étais entraîneur, euh, les gamines que j'entraînais, dont Clélia, qui est devenue ma meilleure amie maintenant, D'accord. avait un gris-gris, elle avait un petit astérix et qui avait avec un petit truc de potion magique et donc elle me le faisait mettre dans ma poche quand elle boxait en me disant ça me porte bonheur, j'ai la potion magique, je vais gagner. Et en fait quand elle a arrêté la boxe, eh ben elle m'a donné ce petit astérix et elle m'a dit maintenant c'est toi qui dois la mettre dans ta poche pour gagner tes combats et elle se retrouve donc dans la poche de mon coach pendant que je fais mes combats. Donc voilà, c'est mes petits gris-gris. Ok, ok. Bah écoute, très marrant. Je connaissais pas du tout, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Et est-ce que t'avais plus jeune, t'avais ou peut-être même encore maintenant euh, une idole sportive ou une personnalité sportive qui t'inspirait plus que les autres? Alors, bah, j'en avais pas avant puisque je m'intéressais pas au sport. Maintenant, si dans
les sportives que je suis et dont je suis hyper fan, c'est Jessica Yolanda Pop, c'est une fille qui est en Argentine, qui est Ok. hyper complète en boxeuse professionnelle parce que elle sait tout faire. En plus, elle frappe. Elle est magnifique. C'est une jolie fille qui a toujours le sourire. Enfin, pour moi, c'est l'idéal de ce que j'aurais aimé être, quoi, au niveau Ok, sportif. ok, ok, génial. Tu as une idée de comment tu te vois dans 10 ans? Je me vois avec plein de projets en tête. Je ferai toujours du sport, mais je ferai plus de boxe en compétition. Puis j'aurai beaucoup de challenges à la fois. Je m'en mets tout le temps, hein, donc je me vois toujours Génial. avoir des challenges aussi bien professionnels. Enfin voilà, je suis toujours en train de me mettre des choses. Donc oui, enfin, je me vois juste que je serai toujours aussi fatigante que je suis pour mon entourage, puisque j'ai un rythme de vie qui fait que personne peut me suivre et que j'ai une vie très compartimentée. Hein. Mes amis, bah, c'est mes amis, la famille, tu vois, c'est pas mélangé avec la boxe, qui est pas mélangée avec les collègues. Et heureusement, parce Ouais. que de toute façon, personne pourrait suivre ce rythme que j'ai. Donc, euh, donc voilà, je vois quelque chose toujours de bien rempli et je vois toujours beaucoup de sport, même si ce sera plus la boxe en compétition, mais je m'entraînerai à la maison. Hein. J'ai une petite salle avec plein de trucs pour m'entraîner. Ok, ok. Tu as mentionné tout à l'heure le fait que que tu lisais un petit peu. Est-ce qu'il y a il y a un livre ou un film que tu recommandes que tu recommandes souvent aux gens autour de toi? Alors, j'ai pas un livre que je recommande aux gens, mais j'ai un livre qui m'a bouleversée quand j'avais 12 ans. Ça s'appelle Ok. L'homme qui rétrécit. Et, euh, et, euh, et la fin du livre, alors je ne vais pas la dévoiler parce qu'il y a peut-être des gens ou des enfants qui voudront le lire plus tard, mais la fin du livre m'a fait voir la vie autrement et c'est aussi ce qui m'a plu dans la philosophie quand j'avais 18 ans qui m'a bouleversée de pas pouvoir répondre aux questions mais de pouvoir poser les bonnes questions et de voir la vie autrement et voilà, j'aime bien qu'on m'offre une autre perspective de voir la vie. Je suis très ouverte D'accord. justement à la voir différemment. Le côté mouton, tout ça ne me convient pas. Donc, quand on peut m'offrir une autre perspective, Ouais. alors après, je dis pas que je la vis, hein, parce que je suis comme tout le monde, je vis ma petite vie de mouton comme tout le monde, mais ça me plaît ça m'évade un petit peu, quoi. Ok, 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 génial. Et du coup, vu que tu as un diplôme en philosophie, est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, un bouquin aussi en philo que que tu recommandes peut-être Non, pas du spécialement. Kant, du Nietzsche? Non, 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 non. Je pense que tout ce qui est philosophie, c'est très, très dur à lire. Hein. J'ai eu Ouais, c'est clair. la chance de vivre une expérience il y a 2 ans où j'ai eu la chance de devoir remplacer un prof de philo. Et comme j'avais un master 2, j'ai pu le faire. Et j'ai dû me replonger dans mes bouquins de philosophie que j'avais pas lus depuis mes 23 ans à la fin de mes études. Et c'est vraiment, t'as pas envie t'as pas envie de lire ça, quoi. Mais par contre, l'apport et ce que ça me permet c'est le plaisir de réfléchir autrement qui me plaît, quoi. D'accord, ok, Voilà. ok, génial. Euh, L'avant-dernière question, c'est de savoir s'il y avait une petite fille, tu vois, qui avait 21 ans et qui allait ouvrir pour la première fois de sa vie les portes d'une salle de boxe et qu'elle venait de voir juste avant et qu'elle te disait bah écoute Anne-Sophie, j'aimerais bien avoir la même carrière que toi. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je lui dirais, vas-y, fonce, t'occupes jamais de ce que disent les autres, t'en as rien à faire. Si toi, t'as décidé de le faire, tu le fais et tu t'occupes pas. Ah, génial. Ok. Mais super, super tips. C'est quelque chose qu'on t'a déjà dit à toi, personnellement? Non, personne n'a besoin de me dire les choses. Je suis, en fait,
Ouais, je suis ce que j'ai envie de faire. En fait, je me pose pas la question. Il y a des gens qui me disent, ah, mais t'as demandé à tes parents, t'as demandé. Non, j'ai jamais demandé pour rien que ce soit le sport, le boulot. J'ai jamais demandé la permission à quelqu'un. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur mon compte Google. C'est moi, je fais ce que je veux parce que, en fait, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire Ouais. en respectant les choses obligatoires, mais je m'impose jamais de limites. Au contraire, les Ok. limites pour moi, elles sont faites pour être repoussées, quoi. Donc, j'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. C'est ma philosophie de vie, en fait. Trop cool. Trop cool. Bah écoute, ça ferme super bien cette interview et cette super rencontre. La question un petit peu, la question de fin, c'est la tradition. C'est un passage de micro en référence au passage du flambeau olympique. Euh, qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer? Quel sportif ou quel sportif tu me recommandes d'aller interviewer? Bénédicte Le pense. D'accord, Elle est championne du monde de force athlétique. d'accord. Elle m'a fait donc je fais de la force athlétique maintenant. Là c'est ma deuxième année. Euh, c'est un petit bout de femme extraordinaire qui soulève des poids. Enfin c'est formidable. Et en plus de ça, elle est hyper active. Elle fait plein de choses. Je l'admire beaucoup. Et je regrette toujours, je suis persuadée que si on n'avait pas un emploi du temps aussi chargé l'une comme l'autre, on serait amis parce que je l'adore. Tout ce que j'aime chez quelqu'un, elle l'a. Elle fait ce qu'elle a envie. Elle a peur de rien. Elle repousse toujours les limites. Elle met toujours des nouveaux challenges dans sa vie. C'est quelqu'un de très positif, toujours plein d'énergie. Et je trouve qu'on est dans une société où les gens se plaignent d'aise, ils se rendent même pas compte de la chance qu'on a. Enfin voilà, même si pourtant tu vois en ce moment c'est des périodes un peu compliquées, mais c'est tellement moins compliqué que dans d'autres pays où on se rend même plus compte parce que on est tellement habitué à être dans notre petit confort et quand je vois des gens toujours positifs qui voient pas les difficultés mais qui voient toujours des solutions parce que ça c'est pareil, une de mes philosophies, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Eh ben, j'aime bien. Et cette fille-là, elle est extraordinaire. Elle fait Ok. 47 kilos et elle te soulève des 170 kilos. Ouais, Euh, je vois ça. Ouais. je t'assure que quand tu la vois faire, tu es en admiration devant elle. Donc voilà, c'est pour moi, si tu dois faire un truc sur la force athlétique, interview-là, elle est super. Bah écoute, c'est une excellente recommandation. J'aime bien, enfin tu vois, je m'intéresse un peu au sport de force et là je viens de tomber sur son palmarès. C'est vrai qu'elle a un palmarès de dingue. Donc écoute, merci infiniment pour cette super recommandation. Je vais la contacter de ce pas parce que ça m'intéresse effectivement à fond. Et si tu me la recommandes et qu'elle est aussi chaleureuse que toi, ben c'est que on passerait aussi un super bon moment. Écoute, merci infiniment Anne-Sophie. J'ai passé un super moment en ta compagnie. C'était une super interview. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent encore seront d'accord avec nous. Qu'est-ce que peut-être juste pour terminer, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui te suivent et qui ont un petit peu envie de suivre ton actualité? Alors j'ai un Facebook, hein, Anne-Sophie Dacosta, mais qui est blindé puisqu'on peut pas avoir plus de 5000. Et par contre j'ai un Facebook officiel, toujours pareil, Dacosta Anne-Sophie. Et c'est moi qui réponds, c'est avec moi qu'on discute, donc n'hésitez pas. Je prends un grand plaisir à échanger avec les gens. Je les trouve formidables. Tu sais, on n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais moi qui vis très très mal la défaite, quand j'ai eu la défaite, j'ai vraiment eu honte. Et tu rencontres Ouais. des gens dans la rue qui viennent et ah là félicitations. Je dis bah non j'ai perdu. Bah oui mais d'accord mais avant tu avais gagné et puis c'est tout tu vas regagner la prochaine fois. Enfin et la gentillesse des gens, le soutien c'est quelque chose que je m'attendais pas et un grand plaisir. Et donc moi j'adore discuter avec les gens, prendre du temps, donc il faut pas hésiter. Voilà, je suis que sur Facebook. Alors j'ai un Twitter, mais c'est pour le boulot, donc j'y vais pas pour la boxe. Et voilà, moi c'est Facebook. Ok, ok, génial. Bah écoute, merci infiniment Anne-Sophie et je te souhaite tout le meilleur pour la suite.
Moi aussi, je te remercie de m'avoir fait participer à l'émission et de prendre du temps pour m'interviewer. Ça me ferait presque penser que je suis intéressante, donc c'est super agréable et valorisant. Donc je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. Bah écoute, tu l'es, je te rassure, et j'ai passé un super moment et je suis pas quand j'ai un très bon feeling avec les gens, je le dis, et quand j'ai passé un bon moment et que l'interview va être bien, je le dis aussi. Voilà. Voilà. Bah, ça clôturera cette petite interview. Merci encore et écoute, et à très bientôt du coup. Ok, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!